Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette troisième étape du Tour de Luxembourg. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, avec le résumé de l'étape. On parlera de Davide Formolo, il y a eu des petites dernières informations qui sont arrivées juste après l'arrivée, enfin pas très longtemps après l'arrivée. Mais voilà, des informations pas très sympatoches, je trouve, pour le cyclisme. Et puis, on parlera également des coureurs au top et des bonnets d'âne, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short, TikTok, en ce moment c'est calme, ça va revenir. Et puis si vous avez les moyens et vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Vous cliquez sur vous abonner. Après, vous avez différentes options personnalisées, notamment toutes les notifications. Plus vous cliquez rapidement sur notification, sur une miniature de vidéo, et bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie également les gens qui font cet effort-là. On commence tout de suite avec cette étape numéro 3. Étape numéro 3 qui a été assez animée pendant toute la journée. On a eu, c'est vrai, une journée très animée, surtout en fin d'étape. Parce que c'est vrai que la fin d'étape était très proche d'une Amstel Gold Race dans l'idée. On était sur des routes qui étaient assez étroites, beaucoup de changements de direction, des petites côtes assez courtes, mais avec pas mal de pourcentage, mais des côtes d'1 km, 1 km 2, beaucoup d'enchaînements d'efforts. Donc c'était très intéressant ce circuit final, qui était assez technique, et la route vraiment était assez étroite, mais c'était pas dangereux parce que, on va dire, ça faisait des goulots d'étranglement où tu avais, voilà, c'était plutôt bien fait, je dirais, pour cette étape-là, contrairement aux deux premiers jours où on avait parlé de soucis d'organisation. Bon, par contre, on va revenir sur Davide Formolo, disqualifié. C'est l'info du soir. Alors pour l'instant, on ne sait pas si Movistar va faire appel, mais Davide Formolo a été disqualifié. On ne connaît pas la raison. J'ai essayé de trouver, de chercher pour le moment. Je n'ai pas trouvé la raison. Alors si c'est pour sa position dans les descentes, je ne vais pas être méchant, mais déjà normalement c'est carton jaune. La règle maintenant, c'est un carton jaune. Donc si c'est sa position pour les descentes, je ne voudrais pas être méchant, mais du côté des commissaires, il va falloir commencer à s'entendre parce que si lui, il est disqualifié, alors on peut en disqualifier au moins une dizaine sur le dernier Grand Prix de Montréal. Parce qu'au Grand Prix de Montréal, il y avait au moins 5-6 coureurs qui ne tenaient pas la position correctement. Si on veut qu'il y ait véritablement 3 appuis et 3 appuis où les fesses sont au-dessus de la selle, ce qui n'est pas précisé dans le règlement, je rappelle qu'on ne demande que 3 points d'appui. On ne demande pas que les fesses soient sur la selle. Si vous avez les fesses qui sont au contact de la selle, techniquement, c'est un point d'appui. Techniquement, vous avez donc 3 points d'appui. Dans ce cas-là, regardez le Grand Prix de Montréal dans les descentes, c'était pareil. Donc, et au Grand Prix de Montréal, pour moi, il n'y a pas eu de disqualification de coureur. Donc, soit on considère que la position de Formolo n'était pas juste, mais dans ce cas-là, on considère que beaucoup d'autres coureurs n'avaient pas des positions réglementaires du côté de Grand Prix de Montréal, et donc ça veut dire qu'il aurait fallu disqualifier beaucoup plus de gens, soit on considère qu'elle est réglementaire, parce que jusqu'à maintenant, enfin, ces disqualifications pour position, c'était assis sur le cadre, qui n'était pas réglementaire, mais quand on avait les fesses au contact de la selle, c'était considéré comme réglementaire. Dans ce cas-là, il faut peut-être changer le règlement, mais il faudrait surtout s'entendre. C'est ça mon gros problème. Mais surtout, normalement, cette règle, c'est carton jaune dans ce genre de situation. C'est pas disqualification maintenant. Donc, avec les nouvelles règles du carton jaune, comme quoi le carton jaune, très clairement, pour le moment, ça ne sert à rien. Bon, une belle idée à la con pour le moment, ce système de carton jaune, parce que c'est les règles anciennes qui priment sur les cartons jaunes. Donc, avant on disqualifiait, on continue de disqualifier. Quoi ça sert de mettre des cartons? Et surtout, pour moi, j'espère qu'on ne l'a pas disqualifié parce que à la fois il a eu une position qui était considérée comme pas réglementaire, et pour la tape sur Van Sevenant. Enfin, si on l'a disqualifié pour ça, alors là, le cyclisme va devenir comme la Formule 1. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, Van Sevenant, Verstappen, pardon, il a critiqué la FIA. Derrière, bon, il a même pas dit le gros mot, il a dit juste F, 3 petits points, on va dire.
Et il a des travaux d'intérêt généraux à faire auprès de la FIA, ce qui est complètement ridicule. Bah, l'UCI, là, s'ils ont décidé de disqualifier Formolo pour sa petite tape sur Van Seuvenant, je suis désolé, mais c'est ridicule. On a le droit de montrer son mécontentement. Il lui a pas foutu une. Enfin, voilà, il lui a pas mis un coup de coude pour le faire tomber. Non, il lui a fait une petite tape, qui n'était pas une tape amicale, mais une petite tape pour lui dire hey, mon couillon, on collaborait bien jusqu'à maintenant. C'est quoi ton objectif? C'est que on se fasse rattraper par les mecs derrière. Parce qu'à ce moment-là, en plus, on savait pas si Hershey il allait pas attaquer et rattraper tout le monde avec Van Der Poel. Donc. Moi, s'il s'est fait disqualifier pour ça, enfin, je trouve ça minable de la part de l'UCI et stupide de la part des commissaires sur cette course du Tour du Luxembourg. C'est-à-dire que autant l'arrivée d'hier, alors là, les commissaires de l'UCI, ça les emmerde pas, par contre ça les emmerde. Et à un moment, faut être un minimum réfléchi dans ces mesures. Parce que Formolo, il indique juste son mécontentement à Van Seuvenant. Van Seuvenant n'a même pas dit qu'il faut le disqualifier à l'arrivée, donc c'est stupide. Voilà, c'est stupide de la part de l'UCI. Je pense qu'il y a d'autres problèmes que l'UCI devrait régler avant de régler ce genre de choses. C'est-à-dire que si on considère ça comme similaire à Molano face à Hugo Page, enfin, sans déconner, non. C'est pas la même chose. Là, il l'a montré de manière, je pense suffisamment intelligente en disant hey mec, putain, t'as attaqué, ça servait à rien. Voilà, c'était un endroit qui était inutile. Enfin voilà, je trouve qu'il l'a fait de manière intelligente. Et on a le droit, encore une fois, de s'engueuler dans un peloton. C'est-à-dire que si maintenant, il va plus falloir s'engueuler dans un peloton, bah regardez plus les sprints, alors les mecs de l'UCI. Hein. Parce que je peux vous dire que dans les 10 derniers kilomètres, il doit y avoir des noms d'oiseaux qui doivent sortir à droite à gauche. Si c'est vraiment pour ça qu'on l'a disqualifié, je trouve ça stupide. De toute manière, dans un cas comme dans l'autre, je trouve ça stupide. Mais là, si vraiment c'est pour ça, enfin, sans déconner quoi. Quand j'entendais Patrick Chassé, vraiment faut qu'il arrête, hein, parce que je pense qu'il comprend plus grand chose de cyclisme. Vraiment. C'est vrai qu'au championnat d'Europe c'était très dur à écouter. Je l'ai pas signalé parce que bon, je signale pas toujours Patrick Chassé, mais je pense qu'il y a des moments où il faut savoir arrêter en temps et honneur, des fois, ou il faut savoir se remettre en question. Sinon, et du côté de Patrick Chassé, là aujourd'hui c'est parfois extrêmement compliqué. Et là, putain, non, Formolo il indique juste qu'il est mécontent. Enfin, je pense que les mecs ont oublié le cyclisme. Putain, Bernard Hinault aujourd'hui il serait disqualifié pour tous ses coups d'humeur, quoi. Alors Bernard Hinault, putain, il aurait été exclu 1 an pour son coup de colère hein, face aux manifestants. Vraiment, hein. Parce que si on... Donc je dirais que le cyclisme est un sport où les mecs avaient plutôt la liberté de parole, contrairement à d'autres disciplines. Enfin, juste arrêtez quoi. Il n'a pas fait un tacle à la gorge à Van Seuvenant, il l'a pas fait tomber Van Seuvenant. Bon, ben voilà. Alors qu'on lui mette une amende UCI, déjà j'aurais trouvé ça débile, mais bon. Là, le fait de le disqualifier, si c'est pour ces deux choses-là, enfin vraiment l'UCI, c'est pas comme s'il y avait 150 chutes par an et qu'il y avait peut-être des choses qu'il faudrait peut-être un jour taper sur la gueule des organisateurs, notamment sur ce Tour de Luxembourg, avant, je pense, de taper sur les coureurs. Bon, on passe au résumé de l'étape. Alors, 2 noms partants aujourd'hui pour cette journée, c'était Jordan Labrosse qui était tombé hier. Chute à haute vitesse dans les derniers kilomètres de Jordan Labrosse, donc qui n'est pas reparti, et Adam Tupalik également, qui ne prenait pas le départ. À 187 km de l'arrivée, c'était l'échappée matinale qui sortait, avec une attaque de Louis Vervaeke et de Johannes Coulset, qui prenaient assez vite de l'avance. Au sprint intermédiaire à 164 km de l'arrivée, eh bien c'est Vervaeke qui passait en tête, et il n'était que 2 dans l'échappée, donc il y avait encore une seconde de bonification à prendre, et elle était pour Marc Hirschi. Première côte du jour au classement de la montagne au kilomètre 161, la côte de Michelsberg. Et c'est Coulset qui passait en tête, ce qui n'était pas forcément une bonne opération pour l'équipe Soudal Quick-Step. Derrière, donc on avait Vervaeke, Reindering et Gaudu, voilà, qui prenaient les points de cette difficulté, mais forcément, c'est vrai qu'il aurait mieux fallu que Vervaeke prenne les points à la place de Coulset, ce qui sera le cas dans la côte suivante, la côte de Beaufort, à 133 km de l'arrivée,
où Vervaeke passe en tête. À ce moment-là, l'écart est quasiment à son maximum, on sera à 6 minutes 40 d'écart. Et ce qui fait que Johannes Coulset est leader général du général virtuel. Abandon de 2 coureurs de la Tudor à environ 110 km de l'arrivée. On a Arthur Klukers, le luxembourgeois, et Alexander Kamp. Pas une grande saison d'Alexander Kamp qu'on avait beaucoup vu l'année dernière. Cette année, il a été beaucoup plus discret. Le coureur danois. À 86 km de l'arrivée, l'écart tombe à 3 minutes 55, puis 3 minutes à 68 km de l'arrivée. Et c'est à ce moment-là, 2 km après, qu'on a un contre qui sort avec Bastien Trochon et Gebre Zabier, le coureur de la Lidl Trek. Ces coureurs qui vont revenir une dizaine de kilomètres après sur le groupe de tête. Entre-temps, nous avons une côte hors catégorie encore, le Umknoop, et c'est Vervaeke qui passe en tête. Et donc ce groupe numéro 1 qui est rejoint par ce groupe numéro 2. Et l'écart à ce moment-là est de 2 minutes 45. C'est la Visma et UAE qui roule. Et qui roule assez fort vu que l'écart passe à 1 minute 40 à 50 km de l'arrivée. Ce qui fait qu'à 31 km de l'arrivée, il n'y a plus que 15 secondes. Attaque au même moment de Großschartner. Ce qui permet au groupe numéro 1 de reprendre un petit peu d'avance. Ils reviennent à 30 secondes. Coulset est lâché, on rentre dans ce circuit final très technique, très typé Amstel Gold Race. Et après derrière, attaque d'Andreas Krohn et de Mauri Van Sevenant. Première attaque de Van Sevenant, mais qui n'ira pas au bout celle-là. Derrière, attaque de Kelderman et Van Der Poel. Tout le monde est repris à 24 km de l'arrivée. Et là, à ce moment-là, quelques mètres après, attaque de Van Sevenant et après de Formolo. Les deux se rejoignent. Ils arrivent à avoir à 20 km de l'arrivée 30 secondes d'avance. Derrière, on a un contre qui se forme avec Bartelemen, avec Jungels et Nicolas Prodhomme. Mais ils n'arriveront jamais à revenir sur les hommes de tête qui auront même un moment 1 minute d'avance sur le peloton. Alors derrière, on a beau avoir des attaques de Mark Hirschi et Van Der Poel, mais à seulement 7 km de l'arrivée, il y a également David Gaudu qui attaque. C'est trop tard. Les hommes de tête ont déjà 45 secondes d'avance à ce moment-là. Et donc, ils arriveront jusqu'au bout avec une attaque de Van Sevenant qui arrivera à faire la différence face à notre ami Formolo, qui de toute manière sera disqualifié. Et ce qui fait qu'à la fin, on a un peloton qui se réunit dans les 2 derniers kilomètres avec une quinzaine de coureurs qui forment le peloton de leaders, ce qui permet à Prodhomme et Gaudu de rentrer dans le top 10 de cette étape. Gaudu qui prend même la 4e place aujourd'hui de cette journée, pas très loin des bonifications. Et ça permet donc la victoire de Van Sevenant avec 41 secondes d'avance désormais sur Van Der Poel, Mark Hirschi 3e. Et vous avez David Gaudu et Bart Lehman qui complètent le top 5 de cette journée. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, tout de suite. Van Sevenant. Oui, il fait une année... on a retrouvé quand même un Van Sevenant potable. Il y avait eu des moments où on se disait, putain, un Van Sevenant, où il est passé 2023 n'avait pas été simple, je trouve, en termes de résultats, et l'année avait pas été évidente. Je trouvais qu'on avait un peu perdu le Belge, qui n'était même plus un coureur important pour moi à un moment chez Soudal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis vraiment dit chez Soudal, va falloir qu'il retrouve des bonnes jambes. Parce que c'est vrai que l'année 2023 avait été très compliquée. Je m'étais dit, bon, en 2024, il va falloir qu'il retrouve un petit peu de la condition physique. Le Tour d'Oman était pas mauvais, mais bon, 7e du Tour d'Oman, c'est quand même pas non plus exceptionnel sur cette épreuve. 18e de l'UAE Tour, bon. Moi, c'est surtout sur l'Amstel où je me suis dit, s'il confirme après l'Amstel, c'est pas mal. Sur le Giro, on le voit un peu à l'attaque. Et puis il est présent sur le Tour d'Espagne, on l'a vu également en échappée. Je trouve que son Tour d'Espagne n'est pas dégueu. C'est pour un coureur qui en plus est rarement excellent sur les grands tours. C'est plus un mec de classique quand même, Mauri Van Sevenant. Et là, belle victoire sur cette étape du Tour de Luxembourg. Il a su saisir sa chance, il a été offensif aujourd'hui, il était très costaud sur cette étape. Seulement sa 3e victoire en carrière. Une étape du Tour de Man en 2023, une étape
le Grand Prix Industria et Artigianato. C'est vrai que c'est pas forcément un coureur qui gagne beaucoup, mais je trouve que sur son année, il a retrouvé de l'importance dans l'effectif, dans le collectif de la Soudal Quick-Step. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé sur cette étape-là, il nous a fait du Van Sevenant. C'est-à-dire, avec les défauts de Van Sevenant, c'est pas forcément le coureur qui réfléchit le plus, c'est un coureur qui est full attaque. Et pour moi, la table de Formolo, elle est justifiée parce qu'à ce moment-là, il fallait plutôt essayer d'avoir le maximum d'avance et puis il fallait se tirer plutôt dans les pattes un petit peu plus tard dans l'étape. Et je trouve que c'était bien justifié la manière qu'a fait Formolo. Surtout que Formolo passait ses relais, voilà, ça collaborait bien entre les deux, donc il n'y avait aucun intérêt, je trouve, à ce moment-là à attaquer. C'est aussi du Van Sevenant parce qu'avec ce coup de pédale qui est pour moi hyper énergivore, avec ce tic-tac, voilà, à chaque fois vous avez ça fait ça, Van Sevenant. Voilà, je vous ai mis Mauri Van Sevenant, c'est-à-dire que les épaules font comme ça. Donc c'est hyper énergivore, en fin de journée c'est une horreur. Mais avec un coureur qui, quand il est dans un grand jour, est très dur à aller chercher. Alors il n'est pas souvent dans un grand jour, c'est pas le mec le plus régulier au monde, mais quand il est dans une grosse journée, c'est un équipier qui est fantastique et c'est un coureur qui est capable de faire des bonnes choses. Est-ce que demain il gardera la première place? Pas sûr, parce que demain on a quand même un contre-la-montre de 16 km, 15-16 km, que Van Der Poel est pas si loin que ça, par exemple. Et qu'on sait que Van Der Poel, quand il veut, il sait faire des bons chronos. Surtout que c'est un chrono avec une petite bosse, donc ça va pas être facile pour Van Sevenant avec 30 secondes d'avance. Par contre, par rapport à Hirschi, 45, ça c'est un peu mieux. C'est un coureur qui est capable de rester dans le top 5 de cette course, et ça lui ferait le plus grand bien, je pense, mentalement, de Van Sevenant, mais qui, je trouve, a retrouvé des couleurs. C'est un coureur qui avait un peu disparu des radars, puisqu'il est arrivé très fort, on se souvient, 2020-2021. Moi, c'était un coureur qui m'avait vraiment impressionné sur ces années-là. 2022, moi, je l'avais trouvé déjà moins performant, mais il avait fait quand même des résultats en 2022. Et 2023, vraiment, ça avait été très, très difficile. Il avait un peu disparu. Donc là, le voir retrouver un petit peu des couleurs, ça fait du bien. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Deuxième coureur top. Beaucoup de Français aujourd'hui. Ça arrive, des fois je suis plus chauvin que d'autres jours. J'ai pas mis Hirschi et Van Der Poel. Parce que pour moi Hirschi a fait une grosse erreur, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Par contre j'ai mis David Gaudu. C'était pas forcément le terrain où il est le meilleur, Gaudu. Là c'était un terrain type Amstel. Vous voyez Van Sevenant par exemple qui a fait une bonne Amstel. Mais Gaudu c'est pas forcément son terrain de prédilection, il aime les montées un petit peu plus longues. Parce qu'il a un déficit de puissance. C'est un petit gabarit, Gaudu. Donc c'est vrai que c'est pas forcément là où il est le plus performant. Mais il a été très solide. Très solide, David Gaudu, sur cette journée. Ça montre que vraiment la Vuelta lui a fait beaucoup de bien. On aurait pu s'attendre à un petit contre-coup après la Vuelta, parce que ça reste une course de 3 semaines. Et renquiller sur une course de 5 jours derrière, c'est pas toujours facile. On a parfois eu des coureurs qui faisaient un très bon grand tour et puis ensuite après il y avait par exemple Tiberi. Tiberi fait un très bon Giro, derrière le Dauphiné, très compliqué, il abandonne au bout de 3 jours de course. Vous voyez, voilà, j'invente rien. Il a réussi à bien encaisser sa Vuelta. Il a hâte d'être au championnat du monde. Sélection française qui sera portée sur l'offensive, parce que vu la sélection qu'on a au départ, on est obligé de partir à l'attaque. Ça va être intéressant. Et du côté de David Gaudu, vraiment cette Vuelta lui a fait le plus grand bien parce qu'on revoit un Gaudu déjà attaquant, offensif, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers temps. Et puis avec le sourire, malgré le fait qu'aujourd'hui, ils ne réussissent pas à remporter l'étape, il est toujours avenant avec les journalistes. Encore une fois, pour moi, avec Gaudu, c'est un indicateur. Et il n'était pas totalement désabusé, il avait déjà la tête au niveau du contre-la-montre de demain, mais surtout au niveau des championnats du monde. Il a retrouvé, je pense, du plaisir. Je pense qu'il avait un peu perdu le plaisir. Il le disait même en interview, parce qu'il le disait, à un moment, ses équipiers lui demandaient « Est-ce que tu vas être en capacité de retrouver ton niveau ?» C'est-à-dire que même en interne, il y avait des doutes, donc ça devait être très compliqué à gérer quand même pour Gaudu.
Et bah, c'est enfin, les mêmes doutes que subit en ce moment un Pierre Latour, par exemple, chez Total Energy. Et c'est vrai que les équipiers se demandaient, bon bah là putain le mec il met pas un pied devant l'autre, faut peut-être qu'on commence à penser qu'à notre gueule quoi. Faut peut-être qu'on commence à se dire, bon bah ouais, faut qu'on joue plus notre carte que sa carte à lui. Et ce qui fait qu'après, quand tes équipiers ont des doutes, bah, ils se mettent pas forcément à 100% à ton service. Ils essaient d'en garder un petit peu parce qu'ils n'arrivent pas à se dépasser. Parce que pour eux, bah, le mec est pas si bon que ça. Donc tu as du mal à te dépasser pour un mec que tu considères pas au-dessus du lot. Sauf que bah, là, voilà, il a retrouvé une belle mentalité, une belle envie, je crois, et ça va lui faire du bien pendant l'intersaison. J'espère que ça va se poursuivre encore longtemps du côté de David Gaudu. Et puis au championnat du monde, bah, ça sera un coureur qui sera important. Encore une fois, parce qu'il faudra anticiper. L'équipe de France aura besoin d'avoir des gens tout le temps à l'avant, parce qu'on n'a pas forcément la bonne carte. Il y a des coureurs voilà, qui sont meilleurs que nous. Par contre, on peut avoir la force collective de faire la différence et il va falloir se servir de ce collectif pour pourquoi pas piéger Pogacar. Parce que le problème de Pogacar, c'est qu'il sera en sous-nombre. Il faudra voir comment il arrive à courir en sous-nombre. Et les grosses nations, si elles sont suffisamment intelligentes, devraient tout faire pour piéger Pogacar. Parce que Pogacar, dans un groupe, tout le monde ne va pas rouler avec lui. Et ça va être un désavantage. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des ententes entre les équipes, ce qui n'arrive plus des masses. Hein. C'est un peu ma peine très souvent, c'est des ententes inter-équipes. Ça arrive quand même pas souvent dans le cyclisme moderne. Troisième coureur top, pardon, Jordan Gégat. Belle semaine encore une fois du français qui a vraiment fait une belle année. Hein, Jordan Gégat, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas tant que ça. Mais je trouve que coureur voilà, qui était en Continental l'année dernière dans l'équipe CIC, depuis le début de saison, il fait vraiment des super résultats, notamment au troisième du Giro della Toscana. Il avait également été présent sur le Tour de France, 28e du Général, 9e de l'étape de Super Dévoluy. Il était là également sur le Tour de Slovénie, 14e, 3e de la dernière étape du Tour des Asturies. On l'avait vu également sur le Tour du Jura où il avait pris la 2e place. 70 jours de course, il n'a pas chômé. Quand même 450 points UCI de marquer jusqu'à maintenant. Et puis beaucoup de places d'honneur sur des courses où ça n'a pas forcément marqué des gros points. Du côté de Jordan Gégat, mais voilà, parmi les recrues de la Total Energy, je trouve que lui a plutôt bien marché, et je trouve que la Total Energy, ils s'en sortent souvent très bien quand ils recrutent des jeunes coureurs. C'est vraiment pour moi dans ce domaine-là où ils sont forts, et pour moi là où Jean-René Bernaudot a toujours été fort, c'est pour créer des stars. Pas forcément pour avoir des stars, mais pour créer des stars. C'est comme ça qu'il a Chavanel, Jérôme Pinault quand même, hein, quand il est passé chez Bouygues Télécom, c'était un bon coureur. Pierrick Fédrigo aussi, Thomas Vauclair, bien entendu, même Brian Cocard. C'est la formation de Jean-René Bernaudot. Et pour moi, c'est là où il est très fort. C'est pas quand il a forcément des très bons coureurs, enfin des gros stars ou des coureurs qui ont de l'expérience qu'il est performant. Même Steph Kras qu'il a repris de la Lotto, c'est là où il a réussi à l'améliorer. C'est un mec qui arrive à améliorer des coureurs. C'est pas un mec qui sait avoir des bons coureurs. Jean-René Bernaudot. Et pour moi, Gégat, Janière par exemple, qui fait aussi une belle année. Hein. Par exemple, on est sur des coureurs qui étaient en Conti. Sandy Dujardin, bon, c'est un petit peu plus compliqué sur cette fin de saison, mais voilà, c'est un manager qui sait faire avec les jeunes coureurs, je trouve, et c'est là où il est le meilleur, et c'est là où peut-être il y aurait même un truc à faire, hein, et avec cette formation, avec le Vendée U aussi, hein, qui marche bien. Bon tour également d'Istanbul, hein, ils finissent bien l'année, Tour d'Istanbul avec la domination de Burgodo. Et puis on a vu, Steph Kras qui fait 16e du dernier Tour de France. Bon, c'est dommage, il craque un peu sur la fin. On a vu également Jason Tesson, même si on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux du coureur français. Et puis Jordan Gégat qui a été excellent cette année. Enfin, c'est vrai que c'est un coureur qui fait vraiment des très très bonnes choses en ce moment, hein, Jordan Gégat. Donc c'est intéressant de suivre sa saison.
Jason Tesson qui est en fin de contrat, hein, toujours, avec la Total Energy. Faudra voir s'il est prolongé ou pas, parce que pour le moment, ça n'a pas été indiqué autour du coureur français. Donc je ne sais pas si ça sera le cas, hein, pour Jason Tesson, s'il y a des discussions autour du coureur français, ou si on va décider de se séparer du sprinter français. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que son passage chez Total Energy se soit extrêmement bien passé. Je m'attendais à tellement mieux. Je m'attendais vraiment à tellement mieux de Jason Tesson. Vous savez, c'était un coureur que j'avais vraiment apprécié chez Saint-Michel. Et je me disais, ah putain, on lui fait confiance chez Total Energy, bonne chose. Et puis au final, les résultats n'ont pas forcément été en adéquation pour Jason Tesson. Je termine avec Nicolas Prudhomme. Très belle journée de Nicolas Prudhomme également. 6e désormais, avec la disqualification du coureur italien Davide Formolo, hein. Du côté de Nicolas Prudhomme, belle journée, mais bon, c'est pas pour rien qu'il a été prolongé avec la Decathlon AG2R jusqu'en 2026. C'est que c'est un coureur qui en ce moment fait du très très bon travail. Ça fait depuis 2 ans qu'il fait du très bon travail en tant qu'équipier, notamment, hein, on l'a vu notamment sur le Dauphiné aussi, prendre pas mal d'échappées, sur le Tour de France, mais il a un gros job en tant qu'équipier. Il avait Paco depuis le 10 août, il avait fait que la Classica San Sébastien, mais c'est un équipier vraiment important. Et puis les performances aussi sur les manches de Coupe de France, mais on sait que c'est un super équipier. Et c'est surtout son travail du côté de la Decathlon AG2R. Et puis parfois, il peut jouer sa carte. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a pu faire. Donc il en a profité. Et il aura peut-être des opportunités également en fin de saison, vu qu'il sera sur les semi-classiques italiennes, Giro d'Emilia, les 3 vallées varésines et le Tour de Lombardie. 12 octobre, le Tour de Lombardie. Ce qui fait que par retour, ça doit être donc le 13. Est-ce que c'est le 13 tac. C'est le 6. Ah non, là il y aura un décalage. Ça sera le 6 octobre, Paris-Tour. Il y aura un décalage entre Paris-Tour et le Tour de Lombardie, parce que souvent c'était maintenant, c'est en étant le dernier week-end. Donc là, ça ne sera pas le cas. Et il y aura le Tour of Taewoolaik également, en Chine. Il y aura 2 courses en Chine, où il y aura peut-être des victoires à se faire pour certaines formations. De Conti Pro, notamment, parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de World Tour. Il n'y aura même pas de World Tour. Donc ça sera peut-être une course intéressante pour les équipes de Conti Pro, le Tour de Taewoolaik. Mais voilà, Nicolas Prudhomme, ça fait du bien de voir ce coureur-là à l'avant, 27 ans, et coureur qui sait faire du bon boulot. Donc il faut le notifier, voilà. Quand ça marche bien pour certains coureurs. On passe désormais à d'autres coureurs, des coureurs qui eux n'ont pas réussi à avoir le même niveau de performance. On passe au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne du jour. Pour moi, premier bonnet d'âne du jour, Rui Costa. Je me disais, parcours type Amstel, pas forcément. Il y avait Hirschi, bien entendu, mais je disais un petit Rui Costa aujourd'hui pour l'AEF. Ça peut être une belle opportunité pour lui, surtout que c'est vrai que son passage chez EF restera pour le moment pas forcément dans les annales, hein, du côté de Rui Costa. Alors ça n'a pas été ignoble, hein, mais c'est vrai que par rapport aux autres saisons, et notamment sa belle saison 2023 avec Intermarché, on se disait tiens, il va repartir sur la même dynamique, et ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, puisque à part le début de saison au Trofeo Calvert, derrière, il tombe sur le Tour de l'Algarve, il reprend qu'en juin. C'est vrai qu'il y a eu un gros trou dans sa saison. Le Tour de France, c'est assez anecdotique, hein, on va pas se mentir. Tour d'Espagne, il abandonne assez vite sur chute. Donc c'est vrai que l'année a pas forcément été évidente pour Rui Costa, mais je me disais tiens, le Tour du Luxembourg, ça peut être une belle opportunité pour lui. Et il fait 33e aujourd'hui, alors que pour moi c'était une étape qui pouvait bien lui correspondre, encore une fois avec une opposition peut-être un peu moindre, même si chez EF il y a également du monde, hein.
Mais bon, par rapport à un Archie ou Ryan ou un Harry Sweeney, je me disais, bah tiens, Rui Costa, c'est peut-être un coureur qui est un peu plus intéressant que ces mecs-là. Et puis on sait bien que pour Esteban Chavez, c'est trop plat. Un parcours de ce type-là. Donc pour moi, c'était typiquement une étape pour Rui Costa. Bon, bah il finit 30 secondes derrière le premier peloton. Donc ouais, un petit peu déçu pour le coureur portugais. Mais encore une fois, une année compliquée. J'espère que ça ne sera pas sa dernière année chez les pros. Parce que finir comme ça pour un Rui Costa, ça serait compliqué. Mais c'est quand même un coureur qui a bientôt 38 ans. Pas forcément facile, voilà, 38 ans. Ça commence à faire un petit peu au niveau de l'âge. Surtout qu'il a commencé en 2007. Il n'a jamais été dans des catégories en dessous de deuxième division en plus, puisqu'il avait commencé dans l'équipe Benfica qui était en deuxième division. Ensuite, il a rejoint la Caisse d'épargne, la Lamprey, Lamprey UAE, Intermarché puis UF. Donc, mais c'est vrai que là, on a le sentiment que les résultats sont quand même un petit peu difficiles. Je voulais regarder son année 2000, par rapport à son année 2022, qui n'avait pas été non plus exceptionnelle. Et il avait quand même couru un petit peu plus en 2022. Là, c'est vrai que 2024, en plus, il y a le fait qu'il ait assez peu couru. 253 points UCI, mais grâce au championnat du Portugal. Sinon, c'est voilà, le championnat du Portugal, ça lui donne 100 points. Il faut enlever 120 points à ce total-là. Donc ça fait 150, ça fait plus que 133 points sur la saison si tu enlèves les championnats du Portugal, ce qui est vraiment faible pour un Rui Costa. Donc ouais, ça a été une année très difficile, très très difficile pour lui. En fait, à part ce titre, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après, c'est vrai que le titre de champion du Portugal, c'était vraiment quelque chose qui lui faisait beaucoup envie et qui le motivait beaucoup. Une fois qu'il a réussi à faire ça, peut-être que ça sera plus compliqué maintenant. Valentin Madouas, qui finit dans le groupe avec Rui Costa notamment. Il finit dans un groupe aussi avec Rudy Mollard. Le problème de Madouas, c'est le placement. Ça reste le placement pour Valentin Madouas. Pendant toute la journée, il est derrière. Donc voilà, il a un vrai déficit dans ce domaine-là. C'est terrible parce que c'est un coureur qui est performant, qui sait faire, mais qui ne sait pas se placer dans un peloton. Et c'est ce qui a fait la différence. Et j'avais dit, pour moi, il fallait le prendre pour les Jeux Olympiques. Je vous en avais parlé il y a très longtemps déjà, parce que j'avais dit, bon, pour moi, Laporte et Madouas, c'était les deux indispensables dans l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Et j'avais dit l'avantage en plus que pour Madouas, c'est que c'est un parcours qui est long, qui est difficile. Comme ils seront que 4 par équipe, ça veut dire que tout le monde va un peu souffrir physiquement. Et en plus, comme ils étaient que 4 par équipe, il n'y aurait pas ce problème de placement. Voilà. C'est terrible parce que sans ce problème de placement, il aurait pu faire... il n'aurait pas que 7 victoires dans son palmarès. Alors même s'il a beaucoup de deuxième place aussi, mais tu te dis que parfois certaines deuxième places, elles sont dues au fait qu'il n'était pas très très bien placé. C'est dommage parce que c'est un coureur qui a un beau palmarès, mais tu te dis le nombre de fois où en étant bien placé, ça aurait pu être mieux. Cette année par exemple sur les Ardennaises, il fait 6, 15, 7, donc en plus il est très régulier. 13 et 16 sur le Tour des Flandres et sur à travers les Flandres, il a été très régulier pendant toute la saison. Mais souvent mal placé et ça lui coûte des points UCI. Alors, malgré le fait qu'il en ait marqué beaucoup, des points UCI, puisqu'il est quand même à 1500 points pour un mec qui joue pas forcément le général des grands tours, c'est quand même excellent. Mais à chaque fois, le mauvais placement lui coûte très cher et ça lui fait perdre des points, du temps. C'est dommage, parce que c'est un très bon coureur, Madouas, mais le placement. Et là aujourd'hui, dans un final assez technique, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est dommage. Alors après, j'ai l'impression aussi que ce mois de septembre est un petit peu plus compliqué pour lui, parce que c'est vrai qu'il a fini fort sur le Rennais 8 Tours, mais à Montréal et Québec, il était 36 et 32, et à Montréal et Québec, comme la route est large, les problèmes de placement sont un petit peu moins problématiques, donc il y a peut-être un petit peu de fatigue du côté de Valentin Madouas, c'est normal, l'année a été riche. Il est à 70 jours de course. Demain, il sera à 70 jours de course. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu fatigant pour lui, mais c'est frustrant.
C'est un coureur frustrant, Valentin Madouas. Voilà, je suis frustré ce soir. Et j'aime pas être frustré, voilà, par ce qu'a fait Valentin Madouas, surtout par un mec qui a gagné Paris-Bourges. Et puis je termine avec Marc Hirschi. Mais il attaque trop tardivement, Marc Hirschi. Enfin, là, il y a eu de l'excès de confiance. Parce qu'il doit attaquer bien plus tôt. Enfin, il y a 45 secondes d'avance. C'est Van Sevenant devant. Hein. Alors, soit il a sous-estimé Van Sevenant et Formolo, bon, ce qui est une erreur, parce que pour moi, il ne fallait pas les sous-estimer. Soit il a eu un excès de confiance. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est sur pas mal de résultats. Voilà, il a enchaîné 5 victoires en 5 courses. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine confiance en lui, surtout dans ces 5 victoires, ce sont des belles, hein, du côté de Marc Hirschi. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois comment il attaque dans le final, où même Van Der Poel a du mal à suivre, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas attaqué plus tôt, quoi? Pourquoi il n'a pas fait l'effort beaucoup plus tôt, quoi, Marc Hirschi? Parce qu'il s'est fait chier, en plus, à prendre des bonifications depuis 2 jours. Donc tu te dis qu'il est concentré pour le classement général, enfin voilà, il est très concentré pour faire un bon résultat. Et là, bah ouais, je sais pas ce qu'il a fait vraiment aujourd'hui, mais il part beaucoup trop tard. Il pouvait pas remonter une minute Marc Hirschi en 7 km. Il fallait faire l'effort bien avant. Il fallait attaquer au moment de Godu, ou même avant Godu, quoi. Il fallait vraiment attaquer à 10 bornes de l'arrivée, 11 bornes, 12 bornes. Tu as 4-5 km avant, ça pouvait le faire pour Marc Hirschi. Et surtout, il serait peut-être revenu à une vingtaine de secondes de Van Sevenant. Encore une fois, Van Sevenant sur le chrono, il peut perdre du temps. Mais là, ça va quand même pas être facile d'aller chercher la première place, parce que déjà, Van Der Poel est devant, et que tu es quand même à 45 secondes de Van Sevenant. Et qu'encore une fois, 13 secondes devant, tu as Van Der Poel. Et pour moi, Van Der Poel est meilleur au chrono qu'Hirschi. C'est dommage. Mais bon, ça reste quand même l'un des favoris pour les prochains championnats du monde. Hein. Mais ça doit lui rappeler aussi que, certes, il est fort. Cette année, il fait une grande année hein, pour un mec qui, lui aussi, n'a pas fait les grands tours. Ah oui, Marc Hirschi, hein, il n'a fait aucun grand tour. Il est quand même à 2800 points UCI. Il est dans le top 5 mondial selon Pro Cycling Stats. C'est vrai que là maintenant, ça serait bien de montrer des bonnes choses. Surtout que c'est le vainqueur en titre hein, du Tour du Luxembourg. Et donc là, ça serait bien de réussir à marquer, à faire une belle course. Mais l'année dernière, par exemple, sur le contre-la-montre de Pétange, qui était un petit peu plus long, le contre-la-montre de Pétange, qu'il faut bien le dire aussi, il avait perdu 27 secondes sur Campenarts. Encore, il n'avait pas fait un si mauvais chrono que ça, je suis en train de voir, mais ça reste quand même un petit écart, quoi. Donc j'ai peur qu'il n'arrive pas à reprendre du temps sur Van Der Poel. Surtout qu'encore une fois, là c'était 23 km, ça sera que 16. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai qu'il a que 3 grands tours à son actif, Marc Hirschi. Hein. Il a fait 3 fois le tour. 2020, 2021, 2022. Il n'a pas fait de grands tours sur les 2 dernières saisons, ce qui est assez rare pour un coureur qui est en World Tour et qui arrive à marquer autant de points sur chacune de ces 2 saisons. Donc, mais bon, on va voir maintenant pour Marc Hirschi. Demain, il y aura le chrono, il y aura encore la dernière étape autour de Luxembourg. Où il y a des bosses, hein, mais est-ce que ça sera suffisant pour faire la différence je sais pas, même si la bosse finale est très dure, je sais pas si ça sera suffisant pour réussir à faire la différence sur cette épreuve. Malgré tout, on voit que quand il attaque, il est costaud, hein, Marc Hirschi. Donc c'est vrai que pour les championnats du monde, ça sera un coureur dangereux, mais il faudra pas qu'il attende le dernier moment. Si Pogacar a 1 minute d'avance, ça sera pas possible de revenir sur lui. Il ne faut pas avoir non plus trop d'excès de confiance. Allez, on regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain et surtout les différents classements. Les classements pour cette étape. Donc vous voyez, Formolo n'est plus 2e mais bien disqualifié pour le moment.
est disqualifié, hein, pas classé dernier. Donc là aussi, pourquoi on l'a disqualifié? Là encore, je n'ai pas la raison. Je n'ai pas réussi à trouver la raison en tapant Formolo sur internet, ça me donnait rien. Vous voyez que dans les derniers coureurs, c'est Laporte et Vlad Van Mechelen qui changent, qui vient de rejoindre la Bahreïn, qui sont dans les dernières places. Vainqueur donc aujourd'hui Mauri Van Sevenant devant donc Van Der Poel est deuxième. Donc Van Der Poel en termes de bonification, ça doit changer un petit peu. Parce que donc les secondes de bonification prises par Formolo, je pense, sont perdues. Enfin, je pense, mais bon, on va voir ça. Hein. Pour l'instant, c'est donc pas corrigé. Marc Hirschi, Gaudu, Bart Lehmann et Prodhomme, qui est donc 6e. Du côté donc du classement général, c'est Mauri Van Sevenant qui est en tête, devant Van Der Poel, Marc Hirschi, Andreas Kron, et Sweeney. Alors, peut-être qu'il y a un peu moins d'écart entre Mathieu Van Der Poel et Van Sevenant, encore une fois. C'est soit 32, soit 30 secondes, hein, selon les bonifications. Premier français, donc pour le moment, c'est David Gaudu qui est 10e, Jordan Gégat est 11e, hein, du côté de la Total Energy. Ça, on en parlait. Dernier coureur pour le moment, c'est toujours Jack Rodkin Gray, mais vous voyez que Sajnok est pas très loin. Et il y a 1 minute seulement entre ces deux coureurs. Du côté du maillot vert, eh bien c'est Van Der Poel qui est en tête devant Christophe Laporte et Mauri Van Sevenant. Du côté du classement de la montagne, c'est Reindering devant Van Sevenant et Vervaeke qui a pris beaucoup de points aujourd'hui pour protéger son leader avec Johannes Coulset. Du côté du maillot blanc, c'est Van Sevenant, Tiberi, Piganzoli avec Jordan Gégat. Donc il va y avoir un gros match demain pour la deuxième place, tout ce classement du maillot blanc. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Movistar qui est en tête devant la Visma UAE-EF. Mais est-ce que ça a été corrigé avec la disqualification de Formolo? Je ne sais pas, hein. C'est vrai que ça m'a un peu surpris, parce que pour tout vous dire, bon, voilà, on en a déjà parlé précédemment dans cette vidéo, mais je ne comprends pas véritablement. L'étape de demain, rapidement, on a un chrono entre Differdange et Differdange, 16 km, avec une côte au milieu de 1,3 km à 8,5 de moyenne, et vous voyez qu'on ne redescendra pas tout de suite. On aura un plateau pendant 4-5 km après cette montée du côté de Differdange, et donc l'arrivée légèrement en descente. On regarde la difficulté technique du parcours, donc vous voyez on part de ce côté là. On fera un aller-retour sur cette route quasiment pour aller ensuite vers le deuxième point intermédiaire, les quelques petites bosses. On n'est pas très loin de la France, hein, au final. Differdange, c'est quasiment la frontière française. Et puis ensuite, pour revenir voilà, du côté de cette ville, pour cette journée, voilà, et ce contre la montre. Eh bien, nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!